Bon, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, le cours. Or donc, le cours d'aujourd'hui, cours numéro 7, toujours pour réfléchir à l'individu produit par l'ordolibéralisme. Et je vous livre la clé du cours tout de suite. Le titre, James Bond et l'ordolibéralisme. Et ouais. Après avoir travaillé sur Adam et Ève, nous voilà sur James Bond. En fait, je vais vous raconter l'histoire de cette idée et de cette manière-là d'aborder les choses. J'étais en train de réfléchir au cours et je me disais, tiens, puisqu'on n'a pas de discours explicite, de doctrine explicite comme il pouvait exister, par exemple, pendant la période soviétique, on a écrit des bouquins sur ce que devait devenir l'homme soviétique ou ce qu'il était à tel ou tel moment de l'histoire, l'homme avec un grand H. De la même manière qu'on peut avoir des images mentales, des exemplaires, des schèmes plus précis de ce que peut être quelqu'un de libéral, etc. On a parlé de l'image du global citizen, etc. Mais personne a écrit en 1938 « Voilà ce que devrait être le citoyen ordolibéral dans son intimité ». Voilà. Alors, vu qu'on n'en a pas, on est dans cette difficulté-là de trouver comment faire. Alors je me suis dit, pour moi, c'est pas très difficile. Et pour les étudiants, comment vais-je faire? Eh bien, je vais leur trouver des super-héros. Donc, je suis reparti dans un beau bouquin de Umberto Eco, qui s'appelle du surhomme, de Superman au surhomme, quelque chose comme ça. Et je vous mettrai la référence, et qui est assez génial. Et en lisant l'article sur James Bond, voilà que j'ai découvert que c'était un prototype ordolibéral, et je vais vous démontrer comment et pourquoi. Bien. Comme ça, vous verrez où aller chercher les choses. Alors, on revient au cours précédent. Voilà. Au-delà du citoyen du monde, du global citizen dont on a parlé, de l'exemple que nous donnait Ulrich Beck, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors voilà, on a un agent économique. Idéalement, c'est un agent économique, voilà. Mais cet agent économique a des caractéristiques particulières. Il est libéral, il est sans frontières, il a un usage du monde qui participe, comme n'importe quel capitaliste, essentiellement de ce que Simmel appelle la sphère superficielle de la conscience, mais en gros d'une approche objectivante, chiffrée. Voilà. Mais il a une vertu. Il doit avoir une vertu. Cette vertu ne s'incarne pas dans sa performance financière. Cette vertu doit s'expliquer de manière explicite, morale, et cette vertu ne concerne pas son propre comportement, comme dans un ascétisme protestant ou une absence de jouissance des biens de ce monde. Non, il s'exprime dans la destination des actions économiques. Les actions économiques, pour être vertueuses, doivent s'exprimer dans une façon de transformer le monde à travers ses affaires. Vous parlez de James Bond. Non, James Bond, je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. Mais on va y arriver très très vite. Oh, si vous voulez, je peux... Non, allez, on va suivre. Je me suis donné la peine d'écrire un cours, ce que je ne fais jamais. Je vais quand même m'en servir. Zut, pour une fois que je prends des notes. Et pour une fois que je prends des notes, la SNCF se met en travers de mon chemin. C'est vraiment insupportable. Alors, on revient à ce citoyen ordolibéral qu'on essaye de dessiner comme ça. Alors, il est d'un côté incorruptible. Hein, c'est pas un magouilleur, c'est pas quelqu'un qui est... Parce que essentiellement, ce dont il a peur, c'est le désordre, le laisser-faire. Et puis en même temps, le nazisme, le fascisme, etc. Donc, il veut deux choses en même temps. Il veut un monde sans corruption, et il veut un monde sans appartenance trop forte. Il veut un monde avec plusieurs niveaux d'appartenance. C'est ce qu'on voyait avec le texte d'Ulrich Beck la semaine dernière, niveau global, local, le glocal, etc., l'appartenance
transnationales, nationales, régionales, municipales, dans la famille, etc. Bon. Ne vous inquiétez pas, le cours sur James Bond et l'ordolibéralisme vient de commencer. Vous avez raté 5 minutes de cours. Et le reste, vous pourrez le consulter en vidéo. Alors, il est donc ni pleinement de gauche, ni pleinement de droite. Il peut être partiellement de gauche ou partiellement de droite sur des questions sociétales, puisque les questions économiques et les grandes orientations politiques sont déjà définies par le cadre. Donc, vous devez reconnaître des gens comme ça. Ni pleinement de gauche, ni pleinement de droite. Hein? Ah bah tiens, oui, bah voilà, par exemple. Mais qui trouve que quand même, il faut bien laisser les homosexuels faire ce qu'ils veulent, mais quand même on comprend que ça vexe un peu les cathos, alors bon, voilà. Mais... Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'or hors politique, ce que seule la raison purgée peut trouver, hein, et puis, donc en fait, une affaire d'experts, hein, de gens qui ont ces compétences-là. Et puis, à côté de ça, des questions sociétales, plus sur des mœurs, des valeurs, etc., où ça joue plus, et il faut rester dans une logique consensualiste, non agressive. Voilà. Mais attention, le cœur moral se situe avant tout dans le respect de l'ordre. Oui. Alors, bien que j'ai intitulé le cours James Bond et l'ordolibéralisme, on commence par parler de l'individu type ordolibéral. Donc, on crée une espèce de fiction et on se promène autour de lui. Et j'essaie de gratter un peu plus, puisque mademoiselle juste derrière vous a dit mais j'ai du mal à sentir ce que ça peut être un individu. Là, vous voyez, typiquement, la réponse, c'est Macron. Elle dit, mais regardez autour de vous. Les gens qui disent, moi, je suis ni de gauche ni de droite, mais bon, je fais honnêtement mon travail et je respecte les machins, mais voilà. Et c'est pas juste, il y a des lobbies, un complot, etc. Je fais un saut de puce en avant, je reviens en arrière dans un instant. Ce qui m'a fait sauter aux yeux la comparaison avec James Bond, ce qui m'a fait vraiment sauter aux yeux immédiatement, ce truc, c'est que fait James Bond? Il obéit à un ordre secret éternel pour lutter contre un ordre secret du siècle. Voilà. Et ça, c'est exactement le positionnement de l'ordolibéralisme. James Bond contre le spectre, c'est James Bond qui répond à Sa Majesté la Reine aime les principes éternels de la Grande-Bretagne qui aurait jamais dû perdre son empire. Voilà, ça c'est d'un côté. Et il est prêt à... au nom de ça, il peut tuer, il peut faire plein de choses, etc. Vous remarquerez qu'il a un rapport à l'argent très particulier, à l'appartenance très particulier. Il parle toutes les langues du monde. C'est un citoyen du monde. Enfin, on reviendra là-dessus dans un instant. Mais il a cette caractéristique-là, d'un côté, d'appartenir à un ordre en quelque sorte intangible, et il lutte contre les ordres secrets, c'est-à-dire à la fois les totalitarismes, hein, et puis les lobbies, les machins cachés. C'est exactement la position. Et qu'est-ce qu'il fait à travers ça? Il sauve la démocratie d'elle-même. C'est particulièrement clair dans un des derniers, où il y a un petit jeune premier qui arrive, oui c'est ça, c'est le dernier, un petit jeune premier qui est élu à la tête des services, etc., par la démocratie, et qui en fait veut créer une société de l'information, parce que la démocratie est capable de se détruire elle-même. Vous voyez? Donc, l'ordre secret arrive, et hop, sauve tout. Et honnêtement, c'est pas insulter James Bond que de dire que l'ordre secret qui est exprimé dans James Bond, c'est l'ordre sacré. Très clairement. La reine d'Angleterre, hein, le MI6, c'est... Vous avez jamais vu un James Bond? Je vous sens complètement perdu. Si vous avez vu des James Bond, est-ce que vous voyez le rapport? Prenons un exemple concret. La Commission européenne, d'accord, qui est un pouvoir non élu, et qui fonde son pouvoir sur une rationalité des actions économiques, et qui s'attaque au lobbying ou aux États totalitaires. Le lobbying, c'est bien effectivement ce qui peut être caché.
aux troubles de la concurrence, aux actions qui vont être faites par-dessous, et qui protège la démocratie, le laisser-faire, c'est comme ça que c'est conçu, la possibilité que le peuple a de faire ce qu'elle veut d'elle-même. Donc c'est un pouvoir absolument non démocratique, mais qui protège la démocratie d'elle-même. Un pouvoir premier, mais qui en même temps lui fait perdre l'essentiel de sa substance. Bien. Donc on revient à notre individu ordo-libéral de base. Or donc, un agent économique porteur d'une morale et respectant un ordre primordial qui transcende et précède le politique. Ça, je trouve que ça ressemble beaucoup à James Bond, puisqu'effectivement, vous ne pouvez absolument pas le convoquer à des élections pour définir ses valeurs. Ses valeurs à lui, elles relèvent d'un ordre sacré. Bon. Donc il n'est ni pleinement de gauche, ni pleinement de droite, en ce sens qu'il ne cherche pas à modifier le mode de régulation des conflits et la répartition des richesses. Il vient simplement s'assurer le respect de l'ordre. En d'autres termes, qu'il n'y ait pas de pouvoir secret, qu'il ne se constitue pas de pouvoir secret privé. Or, c'est exactement pour ça qu'a été créé l'ordolibéralisme. C'est-à-dire s'assurer qu'il n'y ait pas de pouvoir privé exorbitant, c'est-à-dire, pour le dire en termes plus économiques, de situations monopolistiques qui se constituent. Ce que la démocratie ne sait pas interdire. Il faut la protéger d'elle-même, en fait, parce qu'on a tendance comme ça, à cause de la topographie politique française actuelle, à classer l'ordolibéralisme à droite. Mais ce n'est pas du tout évident. C'est aussi, en tout cas dans la tête de Walter Eucken, l'idée de protéger la population, considérée globalement, du pouvoir des privés. C'est aussi ça. La Commission européenne se conçoit originellement comme un moyen de réguler les puissances privées. Et pour réguler la puissance privée, il faut avoir des États interventionnistes, mais des États limités. Ils sont interventionnistes, mais ils n'ont le droit d'être interventionnistes que pour appliquer un règlement qu'ils n'ont pas le droit d'inventer. Ça va ? Chouette. Bon. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est bizarre ? Non, c'est juste me poser la question. La dernière phrase, c'était protéger la population du pouvoir du privé. Oui. Et d'un autre côté, en général, le privé veut plus savoir si vous avez... C'est ça. Vous voyez ? C'est ça qui est rigolo. C'est qu'en fait, c'est vraiment une problématique qui se place en disant ni de droite ni de gauche. Les situations monopoles, mais ils sont en fait beaucoup plus pragmatiques que ça. Eucken, il voit bien que les monopoles industriels qui se sont constitués en Allemagne, les rassemblements d'industriels, si vous voulez plutôt, les syndicats d'industrie, ont eu un rôle politique majeur, aussi bien dans la crise, dans l'incapacité de la République de Weimar à répondre, que dans le fait de faire monter Hitler au pouvoir. Et effectivement, c'est littéralement les conglomérats industriels allemands qui l'ont fait monter au pouvoir. Donc pour les milieux économiques, il y a quelque chose d'insupportable. On se dit, on a promu un modèle économique qui favorise la constitution de pouvoirs privés qui sont incontrôlables dès lors qu'ils sont constitués. J'ai une question par rapport vous avez mentionné les lobbies en fait, et du coup, en plus ça les intérêts privés, mais il me semble qu'à la Commission européenne, il y a aussi des lobbies qui fonctionnent en... Absolument. Vous avez raison. Je fais un francisme. Je veux dire par là qu'il est absolument autorisé d'avoir des lobbies, c'est même très encouragé, mais il est absolument interdit de constituer des conglomérats dans le cadre desquels on pourra faire des ententes qui fassent entrave à la concurrence. Donc le lobbying en tant que pratique revendicative, oui. En tant que constitution de groupe d'influence, oui. En tant que constitution de groupe solidaire, non. Voilà. Et vous voyez, la ligne est très importante. Ce qu'il s'agit de dire, s'il s'agit de représenter vos intérêts concurrents, oui. S'il s'agit de vous allier pour être plus puissant hors d'un système de concurrence, non. Voilà. Bon. Alors, cet individu dont on parle, il a une identité flottante. Vous savez, c'est quelqu'un qui dit « Ouais, moi je suis français, mais enfin bon, voilà quoi, je vais pas me mettre la main sur le cœur et chanter la Marseillaise, tout ça, c'est pas trop mon truc. Voilà, moi je suis un citoyen du monde, on en a déjà parlé. » On pourrait dire qu'il a une identité locale, c'est-à-dire au moins composite. Il suit l'ordolibéralisme, qui a naturellement une dimension universaliste, puisqu'il s'agit d'un ordre à vocation universelle,
Bon, ça c'est une chose. Il privilégie dans son activité professionnelle des actions qui visent le transnational, mais aussi dans ses activités de consommation. Il va acheter Max Havelaar, c'est-à-dire commerce équitable, travailler dans une multinationale et avoir fait ses études avec Erasmus, etc. Il s'est promené un peu partout. Surtout, il se méfie structurellement, avant même de se poser la question, de toute forme de nationalisme, patriotisme, fascisme, totalitarisme, dirigisme. Alors patriotisme non, parce que, excusez-moi, par exemple, Macron typiquement va dire je ne suis pas nationaliste, je suis patriote. Voilà, je ne suis pas dans l'exclusion, je suis dans l'amour de nous. Mais attention, je ne connais pas d'art français. Il n'y a pas d'art français. Il est con. C'est pas possible d'être con comme ça. Il a raison. Et il le dit tellement mal. Évidemment qu'à aucun moment donné de l'histoire, sauf cas vichiste par exemple, au moment de vocation de l'État à contrôler tout, il y a eu quelques moments comme ça, la victoire de l'art classique sous Louis XIV, on a écrasé une certaine partie de la littérature avec des moyens. Il n'y a jamais eu d'art qui s'est conçu comme étant l'art français et devenant surtout l'essence de l'art français. Le fait qu'il existe un art français, c'est une conséquence du fait qu'il y a des gens en France venant d'ici ou là. Je sais pas, Picasso est-il une représentation de l'art français quand il s'inspire des statuettes africaines et lui-même étant né dans un bordel en Espagne? Enfin, mais effectivement, il était en France, il y avait plein de copains, un milieu à Paris, rigolo, tout ça, et ça, c'était de l'art en France. Donc, il a raison. Mais dire ça, quand il est lui-même en train de devenir un symbole, il aspire à devenir le symbole, en gros, le symbole français, quoi, le point de reconnaissance réciproque. Nous sommes tous celui qui avons comme président machin. Il est fou. C'est-à-dire, tout ce qui a précédé, finalement, ça n'était que accidentel. Une disposition de l'histoire. C'est très, très maladroit. C'est très, très maladroit. Quand soi-même on devient un symbole, il faut dire, voilà, moi, je m'assois sur cet ensemble. Cet ensemble n'était pas purement circonstanciel. Bien sûr qu'il l'était, mais il ne faut pas le dire. Puis il ne l'était pas totalement, il y a aussi des constructions, peu importe. Donc, on reprend. Il se méfie des nationalismes, du fascisme, du totalitarisme, du dirigisme, etc. Il dit qu'il est ni de gauche ni de droite, il a la pluri-appartenance, etc. Voilà. Alors, il pense qu'il faut protéger la démocratie contre elle-même, notamment parce qu'elle est susceptible de se détruire, ce qui implique un certain niveau d'ambiguïté. Alors, quelle est l'ambiguïté? C'est que par du non démocratique, on protège le démocratique. Voilà. Un bon individu ordolibéral, c'est quelqu'un qui est prêt à accepter ça. C'est qu'au nom de la démocratie, on l'abolisse temporairement. Ensuite, vous dire s'il regarde Cyril Hanouna ou Stéphane Bern, il peut faire les deux. Hein. Je ne peux pas aller plus loin. Alors, si on réfléchit du côté de la motivation de l'action, vous avez tous en tête les modèles produits par Max Weber sur la motivation de l'action et la légitimité de la motivation de l'action. Là, ça devient très 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 intéressant. Un individu ordolibéral motive d'abord son action sur une rationalité absolue. Et c'est là que c'est rigolo. C'est une rationalité, mais elle est divine. Donc elle est à la fois traditionnelle et charismatique, puisqu'elle appelle un ordre nouveau. Vous voyez que vous savez ce que c'est que la domination charismatique? La domination charismatique, c'est quelque chose qui est incarné par une personne et qui implique le retournement de l'ordre. Or, quand Huygens et ses copains écrivent Ordo, donc la revue Ordolibéralisme, et encore aujourd'hui, on annonce un ordre nouveau. Mais en même temps, cet ordre, théoriquement, puisqu'il est purement rationnel et, comment dire, inhérent à la création, il existe de tout temps. Et par ailleurs, il est purement rationnel. Bon, alors si on écoute l'ordo libéral, il dira d'abord que c'est rationnel, mais c'est une rationalité très particulière, c'est-à-dire une rationalité absolue. En quelque sorte hors du monde. Excusez-moi. Oui, la rationalité c'est hors du monde, vous avez raison. Dites-moi. C'était juste quand vous avez parlé de l'ordolibéralisme pour sauver la démocratie, à éliminer tous les
l'école Oui. économique. Oui. Mais quand, par exemple, il y a les tribunaux d'arbitrage pour les fausses entreprises entre les États et Oui. les entreprises, c'est quoi ça? C'est l'antilibéralisme qui fait du non démocratique pour se protéger, pour assurer la concurrence. Les tribunaux privés? Ouais. C'est difficile parce que c'est un modèle mixte. C'est difficile parce que c'est un modèle mixte. Les ordo-libéraux en Europe, et notamment la partie allemande, qui sont vraiment les fondateurs, qui ont incarné ce modèle théorique-là, ce corps doctrinal économique, dans ce qu'on a appelé le miracle allemand et dans des actions économiques, mettons, de 1949 à 1963, mettons, que je vous dise pas de bêtises. Oui, quelque chose comme ça, quoi, avec le gouvernement des Arabes, c'est peut-être 47, 60. Peu importe. Ils sont plutôt favorables, et aux États-Unis aussi, sur une logique complètement différente. Dans un cas, on va considérer le tribunal privé comme quelque chose d'encastré dans une législation qui reste sacrée, mais qu'on sort de la sphère d'influence des États. Certains ordolibéraux vont s'y opposer. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on va penser les tribunaux privés comme un lieu d'influence des lobbies, directement, et des pouvoirs du privé. Donc il y a là un risque. C'est ambigu. Il y a toujours cette ambiguïté. Par exemple, les ordolibéraux peuvent écrire on sait bien qu'on est ambigu, par exemple, sur la question de l'intervention de l'État. Évidemment, en fait, on va quasiment déployer une activité d'État complètement dirigiste. Simplement, c'est pas la même intention et c'est pas le même résultat. Au lieu de produire des politiques, on va produire des normes, des règles, sans arrêt. Au lieu de produire de l'identité, on va produire des normes de régulation, du règlement. Alors, à travers ce monde, il lui incombe de bricoler son identité à travers son activité de citoyen du monde local, n'est-ce pas? Alors, il va se bricoler une identité, c'est-à-dire à la fois du côté de l'appartenance, du sentiment, et à la fois du côté de la citoyenneté, c'est-à-dire des droits et des devoirs, de l'imputabilité. Donc il va falloir qu'il réponde à la question visant l'identification, c'est-à-dire à qui je suis identique et vis-à-vis de qui mes actions sont imputables. Vous verrez que, par exemple pour James Bond, c'est très singulier. Je vais sprinter d'abord, vous poserez votre question après. Je suis désolé, mais tout est de ma faute. Alors cet individu-là, quand il agit par rapport au monde, quand il agit par rapport à son pays, par rapport à son entreprise, par rapport à son jardin secret, n'est-ce pas? Il doit toujours conserver cette idée d'ordre. Bon, alors, maintenant, retrouvons notre citoyen du monde ordolibéral à travers James Bond. Voilà, on y va. D'abord, est-ce que quelqu'un connaît la devise de James Bond? Orbis non sufficit, ce qui veut dire le monde ne suffit pas. C'est la devise de sa famille. Et alors, comme définition de, la motivation de l'action d'un citoyen, de la global citizen, c'est vraiment ça, quoi. On a une action illimitée. On ne se limite pas à son champ, on ne se limite pas à son bourg, on ne se limite pas à son département, à sa région. On a une action totale, on assume totalement l'illimitation de l'action. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas affaire à telle ou telle zone dans laquelle on est né, on a affaire littéralement à la création. Or, si on en a bien un qui prend systématiquement le monde en charge, c'est lui. Alors, par ailleurs, comme je vous disais, toutes les histoires de James Bond sont fondées sur la concurrence entre des ordres secrets. Concurrence entre un ordre secret légitime et un ordre secret illégitime. Concurrence, en gros, entre des pouvoirs privés totalitaires et un pouvoir intangible, légitime, sacré.
Ordre du monde privé, c'est le spectre. Hein, voilà. Alors, il doit protéger la démocratie contre elle-même. M est convoqué devant le Parlement, devant une commission parlementaire qui comprend rien à rien. De la même manière, dans le dernier, c'est un jeune élu qui sort d'une école, etc., qui vient en fait tout détruire, qui vient détruire la fonction de salvation du monde. Bien. Il lui incombe de bricoler son identité. L'argent est pour lui un moyen et jamais une fin, il n'est pas dans l'accumulation. Sa motivation, de même que son obéissance, relève du même tiercé qu'on a identifié. Elle est d'abord absolument et purement rationnelle, et elle s'inscrit ensuite dans une tradition et une notion d'ordre. C'est un homme sans attache. Il n'est absolument pas, c'est bizarre pourtant parce qu'il vient d'un monde anglo-saxon, mais c'est absolument pas un héros qui correspondrait à ce que Max Weber décrit comme l'éthique protestante. C'est quelqu'un qui dépense, qui flambe. C'est un flambeur. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment la figure du héros ordo-compatible. L'aventurier moral qui a une morale fondée sur un ordre intangible et éternel et qui ne se situe pas localement, qui se situe à la fois localement et globalement, dans une illimitation de l'action. Vous voyez, comme le politique est dissous, déjà dans James, complètement dissous. Pourquoi il est dissous? Parce que les problèmes sont ni de droite ni de gauche, bien que essentiellement les ennemis soient quand même communistes. Non, mais ils ne sont pas que communistes, il y a aussi des vilains capitalistes dedans, des fois, parfois, ça arrive. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ordre qui justifie toutes les actions n'est pas, je ne sais pas, un ordre radical valoisien. C'est un ordre intangible, c'est une rationalité qui ne se pose pas la question de sa légitimité, et c'est un moyen non démocratique de protection de la démocratie. Cela dit, est-ce que ce n'est pas l'essence des services secrets? Un moyen non démocratique de protéger la démocratie, mais là c'est protéger la démocratie contre elle-même. Voilà. Je vous donne la parole. Quel pouvoir outrecuidant. J'ai 2 questions. Ah, chouette alors. La première, c'était. J'ai 2 minutes. Ça concernait la domination charismatique, j'ai pas compris dans le texte. D'accord. Alors, on ne parle pas de domination charismatique, on parle de légitimité de la domination charismatique. Alors, pourquoi est-ce que je vais obéir? Qu'est-ce qui fonde? Voilà. Alors, je n'étais pas encore en train de parler de James Bond à ce moment-là, je parlais de l'individu ordolibéral aujourd'hui. Je dis que, dans le fond, ce qui est dominant, c'est le rationnel, mais on a des 2 autres éléments. Pourquoi? Traditionnel, parce qu'effectivement, en tout cas en ce qui concerne le contexte allemand, et même dans une certaine mesure les institutions européennes, ça commence à avoir de l'âge, respecter ces institutions. Et effectivement, on le fait parce que maintenant c'est comme ça qu'on fait en Europe, on ne fait plus autrement, voilà, ça rentre dans l'idée que ça se justifie par l'ancienneté, ou par le fait que c'est déjà là. Mais par ailleurs, on vise un monde nouveau, on vise le renversement des cartes. Alors il n'y a aucune dimension personnelle. Je crois que, par essence, l'ordolibéralisme ne produit pas de grands héros. Pourquoi il ne produit pas de grands héros? D'abord parce qu'il ne propose pas de solidarité, donc il n'aime pas les symboles, il n'aime pas qu'on se rassemble autour de choses. Mais par ailleurs, parce que c'est pas très excitant. Mais bon, ça n'engage que moi. Et effectivement, quand on regarde Eucken en France, c'est un inconnu, et on ne se représente pas, on va dire, Angela Merkel ou Wolfgang Schäuble comme des héros. Donc cette dimension personnelle n'est pas très forte. Néanmoins, on retrouve ce motif qu'il y a dans la légitimité charismatique de la domination, de l'idée d'un renversement, d'un ordre nouveau qui va s'imposer.
Voilà. C'est en ce sens que je le disais. La deuxième question? La deuxième, je me posais la question, comme le politique est dissous, on ne pourrait pas dire qu'on est dans un monde de nihilisme politique, c'est-à-dire que rien n'existe politiquement, mais il n'y a que l'élément économique qui existe. On nie Non. pas, Non, on nie pas l'existence même des politiques à ce moment-là. on en dénie l'accès à une partie de la population. Et on nourrit son attention d'une activité citoyenne à un niveau marginal. C'est-à-dire que le cœur des questions les plus importantes sur le mode de régulation des conflits, le pouvoir du souverain, qui est souverain, c'est quand même très très important ça, et la régulation des richesses et des biens, le mode de régulation des transactions, cela n'est pas négociable. Et par ailleurs, une grande partie des options politiques ne sont pas négociables non plus. En revanche, comment est-ce qu'on organise un comité de quartier pour faire du tri sélectif? Ça, oui. Ça, c'est négociable. Et on va mobiliser les citoyens sur des choses pareilles. Mais notez bien que, et d'ailleurs, ça ne prend pas du tout aux États-Unis, hein, enfin, beaucoup moins, dans ce genre d'action, là où je me moquais un peu des... Donc c'est un élément qui est en appui de l'économie. On est aussi dans le local. Hein. Mais... Oui. Je n'ai pas très bien compris. En fait, je ne sais pas si j'ai réussi à formuler ma question, mais du coup, est-ce que les individus qu'on qualifie d'ordolibéraux, enfin, c'est forcément des individus qui ont une certaine. Qui sont pas une classe sociale plutôt, enfin, qui ont des activités. J'ai compris. Oui et non. C'est pas des individus. Oui et non. Oui et non. Non. Si vous allez à Sciences Po, l'essentiel des gamins à qui vous allez parler vont avoir ce genre de discours-là avant même de parler et de prendre position. Pour eux, c'est de l'évidence. L'idée que la concurrence produit plus de richesses que le dirigisme, c'est un fait. Bon, ils ont avalé ça. Mais l'idée aussi que la concurrence, c'est du désordre et qu'il faut leur donner, ils l'ont avalé à la naissance, effectivement. Mais sous d'autres formes, quand vous allez prendre un café au PMU, je sais pas moi, à Marcy-le-Hallier ou à Conchon-en-Ouche, il y a des chances que ce discours-là ressorte sous d'autres formes. Sous le fait, par exemple, on a incorporé que le dirigisme, c'était le fascisme, le totalitarisme, le nazisme, le soviétique. On a assimilé ça d'un côté. Sur cette idée que la concurrence est bonne, sur cette idée qu'il faut quand même de l'ordre, sur l'idée que l'Europe, bah quand même c'est bien, on ne peut pas sortir de l'Europe, sur l'idée que bah moi je sais pas, ça c'est le pire, le moi je sais pas, c'est trop compliqué pour moi, ce qui consiste à dire je reconnais sur les questions politiques une expertise. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de comprendre un ordre qui est essentiellement un ordre rationnel, donc un ordre qui nécessite des compétences techniques. Et donc, voilà. Et vous mettez le même pays un siècle et demi en arrière, vous allez trouver un rapport complètement différent, où les gens vont plutôt être syndiqués, mobilisés, scandalisés, pour ou contre l'Église, pour ou contre les bourgeois, etc., etc. Vous retournez 150 ans en arrière, peut-être 200 ans en arrière encore, et là, vous allez retrouver dans les rapports à l'aristocratie ce même genre de choses. Le bon seigneur, peut-être il sait. Ou alors, il lui coupe la tête, mais oui, une espèce de rapport binaire comme ça. Et effectivement, l'ordolibéralisme crée naturellement une aristocratie non élue. C'est-à-dire un petit groupe au pouvoir en fonction de sa valeur, reconnu par lui-même. C'est pas obligé de se retranscrire dans une façon de gérer ses vies professionnelles, ces machins. Enfin, ça peut être juste des idées intégrées. Effectivement, absolument. Et qui rendent le quotidien acceptable. Bien. Merci infiniment d'être venu.